Chers frères et sœurs, en Isaiah, bonjour et bonsoir. Bonsoir à tous nos frères et sœurs de par le monde, à travers l'Asie, à travers l'Océanie, à travers l'Europe, à travers notre cher Katiopa Kemet, Afrique Bantou, à travers notre Amérique, nos Antilles, Caraïbes, Haïti chéri, bonjour et bonsoir, tribu de vie. Bienvenue pour ce nouveau numéro où nous allons parler d'emblée sur Haïti. Et aujourd'hui, nous voulons commencer comme c'était déjà annoncé. Nous allons commencer avec l'histoire officielle de ce grand petit pays. Selon l'expression de Galeano, grand en termes de territoire, petit en termes de territoire, grand en termes de puissance, de valeur. Donc voilà pourquoi nous allons parler de Haïti. Haïti que nous appelons l'âme de l'Afrique, l'âme du peuple noir, l'âme du peuple bantou qu'on appelle Israël, l'âme de l'humanité en dispersion. Haïti, l'âme du peuple noir de l'humanité en dispersion. Nous l'avons dit et nous le répétons. Si l'Afrique est la terre de notre naissance, Haïti est celle de notre renaissance. Pour ce, nous allons parler de l'histoire d'Haïti, mais nous allons voir les deux aspects de cette histoire. Parce que nous avons dit, pour que vous arriviez à mettre ça dans la tête, à ne pas penser que c'est quelque chose d'illusion ou d'un quelconque prétendu de supériorité. Lorsque je dis que Haïti c'est l'âme de l'Afrique, l'âme de l'humanité qui est en dispersion venant de l'Afrique, lorsque je dis que si l'Afrique est la terre de notre naissance, je parle en termes d'humanité de manière générale. Si l'Afrique est notre terre de naissance, Haïti est celle de notre naissance. Et pour comprendre cela, il faut qu'on puisse voir avec vous ce qu'est Haïti. Et c'est ça que nous nous donnons comme un devoir de vous apporter à travers ce numéro Vérité Révélée F qui va concerner Haïti. Pour cela, nous allons parler de son histoire officielle, racontée par qui? Tout ce que vous voyez d'officiel dans ce monde, c'est basé sur du mensonge. Si on va s'arrêter sur l'histoire de ce monde, on va être dans l'erreur totale. Et c'est ce qui nous amène maintenant et qui porte pas mal de gens honnêtes qui commencent à réfléchir pour l'humanité réellement, qui commencent à parler de l'historiographie de l'histoire. C'est pas juste de prendre la pointe de l'iceberg. Et ceci c'est à tous les niveaux que ce soit dans ce monde occidental. La réalité est cachée sous les eaux. Donc c'est ce qu'on appelle le plus souvent le côté officieuse. Et voilà pourquoi nous allons non seulement parler de l'histoire officielle d'Haïti, mais nous allons entrer dans les coulisses de cette histoire pour parler de l'historiographie et si vous voulez même le terme, l'histoire officieuse de ce grand petit pays qui c'est Haïti. Si vous tapez sur Google pour faire des recherches concernant Haïti, voilà ce que vous allez trouver. Et ceci va y avoir des choses réelles. Mais attention, faites bien attention. Faites bien attention. L'ennemi se sert toujours du vrai pour établir son mensonge. L'ennemi se sert toujours du vrai pour établir le faux. Et c'est ce qui est arrivé même avec le livre que vous appelez la Bible de nos jours. La Bible, lui, c'est un ouvrage qui
contient la vérité. Parce qu'il est basé sur les vrais écrits. Mais en dehors de cela, il est basé sur des vrais écrits. Alors, je dis des vrais écrits. Donc voilà pourquoi maintenant, en tant que l'ennemi, il va mettre quand même du poison. Il va altérer, comme Paul a dit. C'est pourquoi il faut faire attention à tout ce que l'Occident vous apporte. Quelqu'un a déjà dit, ne prends rien pour vrai de ce que l'Occident vous apporte. Ne prends rien pour vrai dès que c'est l'ennemi qui vous parle. Satan n'a aucune vérité en lui. De ce fait, même si Satan vous dit que le caoutchouc de cette voiture est noir, le fait que c'est Satan qui vous l'a dit, il ne faut pas le croire. Il faut aller voir, aller pousser plus loin pour justifier par vous-même et d'autres sources pour voir si c'est vraiment noir. Parce que qui l'a dit, c'est Satan. Mais Satan est représenté par l'Occident. L'histoire officielle d'Haïti est écrite à la manière occidentale. Et c'est tout cela que nous allons voir avec vous. Ce sont les vaincus qui écrivent l'histoire de ce monde. Ce sont les perdants qui écrivent l'histoire de leurs vainqueurs ou de leurs défaiteurs. L'ennemi sait bien utiliser la ruse. Il sait bien comment manipuler les gens. Et voilà pourquoi c'est en dépit du fait qu'on lui brise la jambe, il se met sous des, comment on appelle ça, les trucs pour les pieds là, le mot m'échappe, sur des prothèses. Il trouve toujours un moyen de se tenir. Mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que son heure finale n'est pas encore arrivée. Voilà l'histoire que nous racontent les Occidentaux pour Haïti. Et après vous avoir exposé tout ceci, nous allons entrer d'emblée maintenant dans l'histoire officieuse, dans l'historiographie de cette histoire. C'est un court résumé et d'ailleurs si vous allez sur Google, vous allez voir l'histoire d'Haïti qui est la première nation issue de l'esclavage, qui est la première nation nègre, qui est le père de la liberté dans le monde. Vous allez voir, c'est juste en quelques lignes. C'est juste en résumé qu'on vous parle de cette histoire. Vous allez juger vous-même. Allons-y. Haïti, en forme longue, la République d'Haïti, en créole, Haïti et République d'Haïti, est un pays des grandes Antilles, occupant le tiers occidental de l'île d'Hispaniola, soit 28 773 km² environ sur une superficie totale de l'île de 76 192 km². La capitale d'Haïti est Port-au-Prince. Et son point culminant est le pic La Selle, qu'on trouve dans l'arrondissement des Croix-des-Bouquets, au département ouest, avec une altitude de 2680 km. La défaite de l'armée Napoléon lors de la bataille de Vertières, vous voyez, quand vous mettez Vertières sur web, ça vous souligne qu'il y a une erreur. Essayez pour voir par vous-même de taper sur, de faire la correction. Vous allez voir quand vous faites clic droit, ça vous donne Vitrières, ça vous donne Vertèbres et non pas Vertières. Vous remarquez? Ça veut dire Vertières n'existe même pas sur Google qui essaie de nous présenter l'histoire d'Haïti. Vous avez déjà une idée. Parce que ça n'existe pas dans le vocable français. Ça n'existe pas dans la grammaire française, le mot Vertières. C'est un cauchemar pour l'Occident, cauchemar pour la France. Vous avez déjà une idée. La défaite de l'armée de Napoléon lors de la bataille de Vertières en 1803
est à l'origine de la création de la République d'Haïti qui devient en 1804 la première république indépendante de population majoritairement noire. Haïti est aussi le seul pays francophone indépendant des Caraïbes. Après avoir été une des premières destinations de la Caraïbe dans les années 50, 1950, 1960 et 70, et après avoir raté la transition démocratique, après la chute des Duvalier, François dit Papadoc et Jean-Claude dit Babydoc, Haïti, surnommé la Perle des Antilles, fait l'expérience d'une démocratie renaissante et tente de s'organiser et de se reconstruire après le violent séisme du 12 janvier 2010. Nous allons voir ça avec vous, le séisme. Haïti est membre observateur et invité permanent de l'Alliance bolivarienne pour les Amériques. Mais on va pas noter que Haïti est membre fondateur de l'ONU. Parce qu'on va leur demander pourquoi l'ONU est-il maintenant en Haïti à nous piétiner. Bref. Parce que sur les chartes de l'ONU, on va pas entrer dans les détails. En 2015, selon OMS, ils ont toujours des estimations à faire. L'espérance de vie d'un Haïtien est de 60 ans, 63 ans. Le territoire d'Haïti est principalement constitué par la partie occidentale de l'île d'Haïti, que l'on nomme également terre haute ou montagneuse. Ouais, c'est ça que vous pouvez donner comme définition. Mais on va vous dire la vraie définition d'Haïti, à laquelle vient s'ajouter un certain nombre d'autres îles et archipels tels que l'île de la Gonâve, que les Américains ont fait mémise sous Matéli, l'île de la Tortue, les Caïmites, l'île la Vache, encore occupée par les Blancs, l'île de la Navaz, qui se trouve en Jamaïque et Haïti, mais beaucoup plus près d'Haïti. Maintenant, on entend que c'est une île des États-Unis. D'où est-ce que les États-Unis sortent pour tomber dans la mer des Caraïbes pour avoir un territoire? C'est quoi cette absurdité? On va pas entrer dans les détails. Je vais essayer de me retenir autant que je peux en vous présentant ce numéro comme en guise d'histoire, soi-disant racontée par l'Occident. Maintenant, on va voir des origines. C'est comme si Haïti a commencé avec Christophe Colomb. Voilà pourquoi il dit des origines à 1804. Vous allez voir. Les peuples de culture Arawak, Caraïbes et Taïnos occupent l'île avant l'arrivée des Espagnols. Christophe Colomb débarquant le 5 décembre 1492, la nomma Hispaniola, alors que les indigènes la nommaient de trois façons: Haïti, Quisqueya ou Boyo. On estime qu'environ 100 000 indigènes peuplaient l'île d'Haïti à la fin du 15e siècle. Vous entendez? 100 000 indigènes environ. Et on va vous démontrer à travers l'histoire officieuse ce qu'on appelle la partie émergée de l'iceberg. On va vous montrer que c'était plus de 1 million. Google a réduit ça, l'Occident a réduit ça à environ 100 000. Vous voyez, mes chers amis. C'est ça que je vous ai dit. Quand on dit des choses, c'est parce que vous n'avez pas, vous vous basez simplement, vous vous focussez simplement sur ce que l'Occident vous apporte. Ils vous disent que Haïti, ce sont des barbares. Oui, c'est des barbares. Vous prenez ça comme des barbares. Ils vous disent que Haïti, c'est le pays le plus pauvre de l'Amérique. Vous prenez ça comme le pays le plus pauvre de l'Amérique. Ils vous disent que les Haïtiens sont des bons à rien. Vous pensez que nous sommes des bons à rien. Voilà. Mais il faut surpasser. Il faut outrepasser ces hérésies de l'Occident, si vous voulez arriver à la vérité.
Les Espagnols exploitent l'île pour son or. Les Amérindiens, ils appellent ça Amérindiens, mais nous on dit les Premières Nations. Les Amérindiens refusant de travailler dans les mines sont massacrés et réduits en esclavage. Les rares personnes qui réussissent à s'échapper trouvent refuge dans les montagnes. C'est ce qu'ils vont appeler plus tard les nègres marrons, que nous aurons à voir avec vous, ce que c'est les nègres marrons, le terme marron. Et sont marginalisés et fortement paupérisés. Les maladies infectieuses arrivées avec les Européens, vous voyez, ce sont des gens, font des ravages. Les mauvais traitements, la dénutrition et la baisse de natalité font le reste. Et dans nos articles précédents, par rapport au vrai visage du christianisme, où nous avons parlé de tout ça déjà, et nous allons reprendre avec vous de manière orale. Nos ancêtres ont cessé de peupler. Pourquoi? Et ils ont même donné du poison à leurs enfants pour ne pas subir l'atrocité de ces gens maintenant qui se disent des philanthropes, de ces gens qui se disent de nos jours qui sont les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs de l'enfant, les défenseurs de la femme. Vous voyez? Nos ancêtres ont même cessé de peupler et donner même du poison à leurs enfants à cause de ces fils du diable, qui est l'homme roux, l'homme blanc, descendant d'Édom et Caïn. La population indigène est exterminée dans l'espace de 3 à 5 décennies. Les Espagnols font alors venir d'Afrique des esclaves noirs déportés. En 515, Charles Quint autorise, on nous dit Charles Quint autorise, non, Charles Quint continue l'autorisation, parce que ce n'est pas Charles Quint qui a autorisé l'esclavage, nous allons voir ça, c'est le christianisme, le pape Nicolas V, la bulle du pape Nicolas V de 28 janvier 1454 ou 53. Si vous allez vous baser sur ces histoires-là, vous êtes déjà planté par l'Occident. Ils vous disent là maintenant que c'est Charles Quint qui a autorisé la traite des esclaves. Tout ça, c'est du faux. On peut dire qu'il a continué sur la lancée de ses pères, qu'il interdira par la suite, mais sans succès. Bref. La partie ouest d'Hispaniola, dépourvue de minerais, est vite négligée par les colons espagnols qui la laissent vide. Des boucaniers français s'y installent, malgré plusieurs expéditions militaires espagnoles vers les années 1623. Au XVIIe siècle, sous l'autorité du cardinal de Richelieu, l'installation française s'institutionnalise. L'île de la Tortue, porte d'entrée des Français, au nord-ouest d'Hispaniola, devint le siège de la flibuste à partir de 1927 ou 1625. Ces aventuriers gagnent peu à peu la Grande Terre. Ça veut dire sortant de l'île pour entrer directement sur le territoire. En 1654, il crée la première ville de la future Saint-Domingue, Petite Gonave. Petit Goave alors, je m'excuse, Petit Goave, la ville de Petit Goave, qu'on trouve dans le sud d'Haïti. Le premier gouverneur de la colonie est Bertrand d'Orgeron, nommé en 1665. Sachant se faire accepter des flibustiers, il organise la colonisation par la venue de Français qui s'engagent à travailler 3 ans avant de devenir propriétaires de terres. On les appelait les 36 mois. Il favorise la plantation du tabac. Ainsi, il sédentarise une population de boucaniers et de flibustiers qui étaient des nomades. Vous savez que Édom, c'est le nomadisme.
Ce sont des gens qui n'ont pas de territoire fixe, mais c'est à partir de là qu'ils commencent à se sédentariser grâce à Bertrand d'Orgeron. Ils commencent à se sédentariser à une population de boucaniers et de flibustiers peu portés à accepter l'autorité royale jusqu'aux années 1660. Bertrand d'Orgeron attire aussi des colons de Martinique et de Guadeloupe. Mais en 1670, de 1670 à 1690, intervient la crise du tabac et un grand nombre de places furent abandonnées. Les rangs de la flibuste Gossis, les pillages comme ceux de Veracruz en 1683 ou de Campeche en 1686 se multiplient. Et Jean-Baptiste Colbert, retenez bien ce nom, Jean-Baptiste Colbert, ministre de la Marine, ramène l'ordre en prenant un grand nombre de mesures. Vous allez voir. Il transfère le gouvernement à Port-de-Paix en 1676. Il encourage la création de plantations d'indigo et de la canne à sucre. Le premier moulin à sucre est créé en 1685. Tout ça, c'est sur Jean-Baptiste Colbert. Enfin, il réglemente l'esclavage en préparant ce qu'on appelle le Code noir, qui sera promulgué en 1685 après sa mort. L'ensemble de ces actions permet l'essor économique de la colonie de Saint-Domingue. À la suite du traité de Ryswick de 1697 et à la cession du trône d'Espagne d'un petit-fils de Louis XIV, les Espagnols renoncent à contester la souveraineté de la France sur le tiers occidental de l'île, à savoir Haïti. La France officialise le nom de Saint-Domingue pour cette partie qu'on appelle Haïti. C'est alors que viennent en France de nombreux colons qui développent les plantations ou travaillent dans celles-ci. De 1713 à 1787, 30 000 Français viennent grossir le nombre des colons présents dans la partie ouest de l'île. Les guerres éclatent en Europe et se prolongent sur les mers jusqu'aux Antilles et aux Caraïbes. En 1756, le commerce est paralysé. Un grand nombre de colons et leurs familles quittent Saint-Domingue pour la Louisiane, que nous allons voir avec vous bientôt, où ils s'installent dans des postes établis par la France et administrés par des militaires. Vers 1790, Saint-Domingue est devenue la colonie française la plus riche de toute l'Amérique grâce au profit immense de l'industrie sucrière et de celle de l'indigo généré par le travail des esclaves. Des dizaines de milliers d'Africains avaient été amenés comme esclaves pour faire fonctionner ces industries. Leur sort est juridiquement encadré par le Code noir, mais dans les faits, ils subissent des traitements souvent pires que ceux du dit code. Si les traitements peuvent être pires que les règlements qui sont inscrits dans le Code noir, point n'a besoin de vous parler de quelle atrocité nos ancêtres ont subi. Parce que le Code noir, il n'y a rien de plus pire en termes de manuel juridique. Juridique selon eux, c'est barbare. Le nombre 400 000 est 10 fois plus élevé que ceux des Blancs. Voilà, c'est ça qui nous donne en gros, selon l'histoire des origines, ça veut dire de l'arrivée de Christophe Colomb à 1804. Maintenant, nous allons voir la révolution de l'indépendance de 1804 selon le concept occidental encore. La révolution française entraîne de graves bouleversements sociaux dans les petites Antilles comme à Saint-Domingue. Le plus important est la révolte des esclaves qui aboutit en 1793 à l'abolition de l'esclavage par les commissaires civils Santonax et Paul Vérel.
décision avalisée et généralisée à l'ensemble des colonies françaises par la Convention 6 mois plus tard. Première abolition de l'esclavage le 16 Pluviose en 2. Donc ça veut dire le 4 février 1794. Dominique François Toussaint, que les colons appellent l'ouverture, nommé gouverneur général à vie de Saint-Domingue par la France. Après avoir rétabli la paix, il chassa les Espagnols et les Anglais qui menaçaient la colonie. Il rétablit la prospérité par des mesures audacieuses. Ça veut dire qu'il était un stratège. La promulgation d'une constitution autonomiste provoque une réaction de la France. Napoléon Bonaparte, sous l'influence des créoles. Vous voyez, quand on parle de créole, ça ne veut pas dire carrément la langue dont on parle. Le français, c'est aussi un créole. L'espagnol, c'est aussi un créole parce qu'ils sont tous dérivés du latin. Et le latin lui-même, c'est un créole parce qu'il est dérivé des langues bantoues, comme le kikongo. On dit que sous l'influence des créoles français et espagnols nés sur l'île sur l'une des îles des Antilles, plus tard en Louisiane aussi, et des négociants envoient une pétition de 30 000 hommes sous les ordres de son beau-frère, le mari de Joséphine Bonaparte, Pauline, qui c'était le général Leclerc, avec pour mission de démettre Toussaint et rétablir l'esclavage. Mais après quelques victoires, l'arrestation, faux rendez-vous diplomatique, vous voyez toujours des audaces, avec promesse de Bonaparte de sauf-conduit non respectée, et la déportation de Toussaint, arrêtée le 7 juin 1802, les troupes françaises disséminées par la fièvre jaune, d'où Leclerc, lui, va subir également, commandés par Rochambeau maintenant, sont battus à la bataille de Vertières. Voilà le mot qui fait peur à la France et aux Occidentaux, au point qu'ils ne le mettent même pas dans leur vocable, ni dans leur grammaire. On dit, ils sont battus à la bataille de Vertières. Par qui? Par Jean-Jacques Dessalines. Oui, Jean-Jacques Dessalines, vous allez voir, tapez Jean-Jacques Dessalines, on va vous montrer que c'est un monstre, c'est un ceci, c'est un cela. Parce qu'ils ont peur de ce nom, Jean-Jacques Dessalines. C'est pourquoi ils vous parlent toujours de Toussaint. Toussaint. Mais Jean-Jacques Dessalines, oui, ça fait peur. Mais c'est pourquoi maintenant, nous les Haïtiens, nous faisons peur à l'Occident. Nous sommes la peur de l'Occident. Nous sommes le cauchemar de l'Occident. Quand l'Occident entend Haïtien, il tremble dans ses caleçons. Qui a rejoint l'insurrection et avec l'aide des Anglais qui combattent les soldats français et soutiennent les combats des esclaves et qui voulait se venger de l'aide française aux insurgés américains ou des États-Unis. Parce que c'est une usurpation de titre pour les États-Unis qui ont pris le nom américain pour eux. Au terme d'une double bataille, la déclaration d'indépendance du pays est proclamée le 1er janvier 1804. On vous parle toujours de 1er janvier 1804, mais très peu de 18 novembre 1803. Le nom d'Haïti, ancien nom de l'île du temps des Caraïbes, les anciennes nations, est donné au pays. Donc nous avons rejeté le nom de Saint-Domingue pour réadopter notre nom d'origine qui est Haïti. Nous sommes le seul pays colonisé qui a fait cela. Haïti est devenu le premier pays au monde issu d'une révolte d'esclaves. Maintenant, voyons ce qu'ils ont dit de 1804 à 1990. Toujours selon la version officielle de l'Occident, des vaincus.
des perdants. Nous allons vous montrer tout ça dans le prochain numéro. Dessalines est proclamé empereur à vie par cette troupe. L'histoire rapporte qu'il exécuta la plupart de quelques 10 000 blancs restant sur l'île et gouverna en despote. Oui, tous ceux qui sont contre l'Occident sont des despotes. Tous ceux qui sont contre l'Occident sont des dictateurs. Parce que pour eux, il n'y a pas de terme pour les qualifier eux. Parce que si on dit que Dessalines est un despote, bon, qu'est-ce qu'on va dire de Bonaparte? Qu'est-ce qu'on va dire de Louis XIV? Qu'est-ce qu'on va dire de Obama? Qu'est-ce qu'on va dire de François Hollande? Qu'est-ce qu'on va dire de Trudeau? Bon, il n'y a pas de terme pour les qualifier. Bon, c'est pourquoi nous acceptons les termes despotiques pour nos héros. Parce que nos héros ne sont pas des envahisseurs. Ils ne sont pas des exterminateurs. Ils ne sont pas des belliqueux. Ils ne font que défendre leur droit à la vie et à la liberté. Voilà pourquoi on les traite de despotes. Parce que ceux aux yeux de qui la vie n'a aucune importance ne sont même pas des êtres humains. Et ce sont eux qui gouvernent ce monde. Donc, de ce fait, ils l'ont assassiné. À travers leur acolyte Pétion, ils l'ont assassiné le 17 octobre 1806. Ils ont assassiné Dessalines. Le pays se divise alors en deux. Christophe, dans le nord, se proclamant roi du nord. Oui, nous sommes fiers de Christophe qui s'est proclamé roi du nord. Parce qu'il a su sauvegarder pendant son règne l'indépendance, la liberté qu'il a acquis par le sang de nos ancêtres. Mais dans le côté sud, c'est cet abominable Pétion qui continue l'œuvre de ses acolytes, les colons blancs. En 1822, le président Boyer va continuer l'œuvre de Pétion. Il réunit les deux parties, nord et sud, et conquiert la partie est de l'île, colonie espagnole. Le président Pétion initie des négociations pour la reconnaissance d'Haïti en 1814. Nous allons voir avec vous toutes ces histoires-là. Vous allez voir si Wikipédia vous parle de tout ça. Non, c'est pas Wikipédia qui va vous parler de les machinations de l'Occident. L'entrain dans lequel l'Occident nous a mis pour nous manipuler à travers même cette question de reconnaissance d'indépendance. Nous allons voir tout ça avec vous. Et notre doigt est fixé tout droit vers les États-Unis, qui se disent là, nos amis, ces ingrats là-bas, qu'on a libérés de nos sangs. Eux, ce sont nos pires ennemis. Donc, les négociations ont duré jusqu'en 1824. Ça, c'est du côté français. Mais nous allons voir du côté des États-Unis. C'est duré jusqu'en 1862. Nous allons voir tout ça avec vous. Le 11 juillet 1825, le roi Charles, le roi de France Charles X, promulgue une ordonnance reconnaissant l'indépendance du pays contre une indemnité de 150 millions de francs d'or, somme remaniée par Louis-Philippe Ier en 1838 à 90 millions d'or. Francs d'or. Maintenant, pour avoir droit à la liberté, il faut payer. Pour dire non à la barbarie occidentale, pour dire non à la maltraitance, il faut payer. Voilà l'Occident. Voilà l'Occident. Le 27 février 1844,
malgré des attaques incessantes de la part des Haïtiens, la République dominicaine se déclare à nouveau indépendante. Une longue session de coup d'État suit le départ de Jean-Pierre Boyer. Le président Louis Pierrot, qui reste moins d'un an au pouvoir, rétablit en 1846 la mémoire de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Notez ça. Il a fallu 40 ans après la mort de Dessalines pour rétablir sa mémoire. Et malgré cela, ça va tomber encore à nouveau dans l'oubli. Si ce n'est que avec l'occupation des États-Unis en 1915 qui va encore susciter des révoltes et se rappeler encore de Dessalines. Mais avant ça, c'était Louis Pierrot qui après 40 ans a rétabli la mémoire de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Il faut comprendre l'histoire d'Haïti. Comment c'est occulté par l'oligarchie, par l'élite occidentale, les impérialistes capitalistes, les fils du diable, en un mot. Le pouvoir ne cesse d'être contesté par des factions de l'armée. Les élites mulâtres et noires et la classe marchande désormais composée majoritairement d'étrangers. Les Allemands, les États-Unis, les Français, les Anglais et plus tard, on va avoir les Libano, les Syrio-Libanais qui sont actuellement au pays, composés des familles Boulos, Bidjo et consorts. Le pays s'appauvrit, peu de chefs d'État se préoccupent de son développement. Dès que le pouvoir se fragilise, des révoltes armées se déclenchent, entretenues par les candidats à la succession. En 1847, Faustin Soulouka est élu président de la République. Il transforme le pays en empire d'Haïti le 25 août 1849 et devint Faustin Ier. Pour ceux qui me disent des fois sur quoi vous vous basez pour dire que Haïti c'est Lévi, c'est Israël. Mais déjà, voyons des réalités. Haïti, premier pays indépendant, issu de l'esclavage. Première nation nègre. Ok? Mais regardez, sur cet espace de près de 28 000 km², on a connu la royauté. La royauté. On a connu le concept d'empire. Mais vous pensez que c'est un pays où à la volée comme ça? Non. Bref, on va pas s'arrêter ici. Donc, maintenant, on va voir l'occupation américaine. Ça, c'est selon encore la version occidentale d'histoire officielle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Au début du XXe siècle, le pays est en état d'insurrection quasi permanente. Cet état de fait favorise l'invasion de l'île par les troupes du président Woodrow Wilson, franc-maçon, agent de l'oligarchie mondiale des Illuminati, qui a créé la Fed, la banque soi-disant banque centrale des États-Unis, mais qui n'est aucune banque privée des Rockefeller, des Rothschild, des JP Morgan. Mais c'est ce même vagabond qui a envahi Haïti le 28 juillet 1915, soit sous prétexte de contrer l'influence de l'Empire allemand, alors que l'Allemagne était en pleine guerre avec la France. C'est quoi ça? On était en Europe. Rétablir l'ordre, vous voyez, rétablir l'ordre après la mort du président Guillaume Sam.
aux mains d'un peuple en furie et défendre des intérêts de la banque d'affaires américaine comme Law & Co. Oui, ça, si vous dites c'est pour défendre les intérêts de votre banque, ça on peut se comprendre. Parce que le matériel a plus d'importance pour vous que l'humain. Vous êtes juste des néphilim, des fils du diable. C'est normal. Les États-Unis, après ces débuts difficiles dus au racisme des marines et l'imposition de la corvée, occupent l'île de 1915 à 1934. Assainissent les finances publiques. Créent une armée. Une armée qui va nous laisser comme une guet-apens. Pour nous exterminer davantage. Construisent des écoles, des routes. Mais allez voir Haïti pour voir quelle route, quelle école, etc. Après le départ des États-Unis, l'instabilité politique entre militaires mulâtres et populistes noirs reprend et ne s'achève qu'à partir de 1957 avec l'élection de Duvalier, dont le régime basé sur le principe du pouvoir au plus grand nombre durera jusqu'en 1986 avec le départ de Baby Doc, Jean-Claude Duvalier. Partisans de la lutte contre les mulâtres qui contrôlent l'armée et qui ont précédemment renversé le noiriste du Marseille estimé, François Duvalier, le père alias Papa Doc, assis son pouvoir personnel sur la délation et alimente la terreur à l'aide de ses partisans surnommés les tontons Macou. Tout ça, c'est avec les agents de l'armée que les États-Unis nous ont laissés. Véritable escadron de la mort, oui. Et continue l'œuvre des États-Unis. La dictature des Duvalier est responsable de nombreuses tueries, de massacres et d'opposants et de civils, tel celui de la ville de Jérémie, connu sous le nom de guerre jérémienne en 1964. Oui, des massacres, des guerres, des tueries, mais loin d'être comparé à ce que fait Obama actuellement. Loin d'être comparé à ce que Bonaparte avait fait. De nombreux Haïtiens s'exilent, notamment aux États-Unis et au Canada, où certains partisans du pouvoir au plus capables et qui avaient jusque-là monopolisé le pouvoir politique et militaire se posent en victime du régime Duvalier. En 1986, son fils Jean-Claude Duvalier alias Baby Doc doit quitter le pays qui connaît alors une véritable descente aux enfers. Oui, l'apogée. Parce qu'on était déjà avec tous ces barbares. Alors que la démocratie espérée par tous ne se concrétise pas. Ouais. Comment peut se concrétiser quelque chose qui n'existe pas? Démocratie. Démocratie. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas assez de cran pour dire cette démagogie. Ce qu'ils appellent démocratie. Bref. Donc, voilà l'histoire que si vous allez sur Google, Wikipédia va vous présenter comme l'histoire d'Haïti. Mais c'est en allant dans les coulisses de cette histoire. C'est en faisant l'historiographie de notre histoire. C'est en allant écouter, lire nos historiens, d'autres historiens. Et parmi lesquels je peux même vous référer. Oh, de Las Casas. De Las Casas qui a vécu ces atrocités. Parce qu'il était un négrier avant. Il était un colon avant. De Las Casas. Allez le lire, vous allez voir la vraie histoire de ce qu'on appelle Haïti. Et d'ailleurs, déjà, même avec le nom, ils nous bafouent. Parce qu'ils disent que Haïti,
il essaie toujours, l'homme blanc, il essaie toujours de manipuler les choses. Il essaie toujours de dire les choses de façon audacieuse. Ils disent qu'on est Haïti. En début du fait qu'on a récupéré le nom Haïti, mais de l'appellation occidentale, on voit un H-A-I-T-I. Non. Selon les Taïnos, d'ailleurs c'est un mot qui vient des Taïnos, c'est Haïti, qui ne signifie pas terre montagneuse comme ils prétendent le dire, mais qui signifie la demeure de Aya, qui était la déesse de ce peuple qu'on appelle les Taïnos. Lorsque les flibustiers français qui ont d'abord envahi l'île de la Tortue au nord en 1623, ils migrent vers la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, ils franchissent en Saint-Domingue. Le nom de Santo Domingo, qui est celui de la capitale de l'île fondée par les Espagnols, ça veut dire la partie orientale, au sud-est de celle-ci. De 1630 à 1664, ce nom reste informel jusqu'à ce que Colbert, Jean-Baptiste Colbert, incorpore la colonie de Saint-Domingue à la Compagnie des Indes occidentales. Le nom de Saint-Domingue sera confirmé par les traités de Ryswick, comme nous venons de voir, en 1697, et le traité de Bâle en 1795, pour désigner la partie occidentale, qui, durant cette période coloniale française, est aussi surnommée la perle des Antilles. Que l'Occident a réduit, puisqu'on a pris notre indépendance, on a dit non à la barbarie, ils nous ont réduit à la poubelle des Antilles. Même pas des Antilles, à la poubelle des Occidentaux. Parce que c'est là qu'ils viennent jeter tous les déchets, tous les ordures. Parce qu'à chaque fois que je vois, moi, un de ces ennemis là entrer chez moi, ce sont des ordures qui rentrent chez nous. Permettez-moi le thème. Et si Dessalines était encore vivant, si Dessalines, Christophe était encore vivant, un blanc aurait du mal à rentrer chez nous. Le 1er janvier 1804, en déclarant l'indépendance du pays, Dessalines lui redonne le nom taïno d'origine, qui est Haïti, en l'honneur de ce peuple natif, soit qu'on appelle amérindien, qui s'appelle les Taïnos venant du nord du Venezuela. Donc, selon encore l'Occident, en termes de religion, Haïti représente, le catholicisme représente 54,7%. Le protestantisme, 28,5%. Mais pour vous dire dans l'ensemble, prenons les 54,7 et les 28,5, ça nous donne environ plus de 80%. Plus de 80% des Haïtiens sont quoi? Sont des chrétiens. Sont des chrétiens. Et voilà pourquoi, la raison pour laquelle nous allons voir pour vous dans le prochain numéro la manipulation occidentale, la barbarie occidentale qui a continué après 1804, qui fait que maintenant on est passé d'une liberté laissant tomber les chaînes de l'esclavage, mais pour tomber sur un esclavage mental, sur un esclavage intellectuel, sur un esclavage encore pire que les chaînes, un esclavage qui nous empêche de connaître qui nous sommes, qui nous empêche de connaître notre identité, qui nous empêche de connaître notre passé, pour mieux comprendre notre présent et aller vers notre futur. Voilà pourquoi nous allons voir avec vous prochainement Haïti, libre des chaînes, mais esclave mental. Haïti, libre des chaînes, esclave mental. On a brisé les chaînes de l'esclavage, mais l'Occident nous garde encore sous l'esclavage mental, et c'est pourquoi c'est eux
qui ont en main notre éducation, l'instruction de notre peuple Haïti. Nous verrons tout cela dans le prochain numéro. Et je vous ai dit bonjour et bonsoir à tous nos frères et sœurs. Vous connaissez la vérité. La vérité vous rendra libre. Je vous laisse un extrait. C'est moi si j'aurai le temps de le mettre. Voilà. Je vous mets un extrait qui va vous montrer que même certains occidentaux commencent maintenant à relayer certaines informations. Et vous allez comprendre pourquoi on est cet Haïti. On a cet Haïti de nos jours. Je vous laisse cet extrait. En termes de résumé occidental, mais que nous allons approfondir avec vous par la suite. Bonjour, bonsoir à tous nos frères et sœurs. Soyez tous bénis en Isaïa. Bonjour, M. Bouchon. Depuis 200 ans, Haïti a connu plus de 30 coups d'État. Qu'est-ce qui fait qu'Haïti vit dans une telle situation aujourd'hui? Comment on en est arrivé à un conflit aussi important? Madame Lefebvre, au fond, vous vous demandez pourquoi autant de misère. C'est pourtant Haïti qu'on a surnommé la perle des Antilles, mais comme vous allez le voir, cette perle reposait sur un collier qui a plutôt servi à étouffer le peuple haïtien. Comment en est-on arrivé là? D'abord, un peu de géographie. Haïti est situé dans les Grandes Antilles. Le pays partage l'île d'Hispaniola avec la République dominicaine. Haïti est classé 160e sur 175 selon l'indicateur de développement humain des Nations unies. Ça vous explique pourquoi ce pays, Haïti, est le plus pauvre des Amériques. Mais qu'est-ce qui explique cette descente aux enfers? Il y a 3 éléments historiques que nous allons vous raconter. D'abord, il y a son histoire coloniale. Il y a aussi l'isolement dans lequel les autres pays ont condamné Haïti dès sa naissance. Et enfin, il y avait l'existence d'élites prédatrices qui n'ont jamais donné aucune chance au peuple haïtien. L'histoire coloniale d'Haïti se caractérise par une exploitation massive des ressources de l'île sans aucune considération pour ce qu'on appellerait aujourd'hui le développement durable. Cette négligence apparaît dès 1492, alors que Christophe Colomb prend possession de l'île et la déclare colonie de l'Espagne. Immédiatement, les Espagnols transforment leur nouvelle colonie en un lieu d'extraction de richesses, principalement l'or. L'avidité des Espagnols les conduit à asservir les populations autochtones, les Taïnos, qui, à cette époque, auraient été plus d'1 million à vivre dans l'île d'Hispaniola. Les conquistadores les exploitent si durement qu'ils meurent tous en l'espace de 50 ans. L'histoire coloniale d'Haïti débute donc par un génocide. En 1697, Charles II, le roi d'Espagne, cède au roi de France, Louis XIV, la portion occidentale d'Hispaniola, qui est rebaptisée Saint-Domingue. Et cette colonisation française va intensifier la descente aux enfers d'Haïti. Je vous raconte la suite dans quelques instants. Je vous disais il y a quelques instants que la colonisation française a joué un rôle majeur dans le destin tragique d'Haïti. Voici comment ça s'est passé. Au 18e siècle, les Français installent à Saint-Domingue un système d'exploitation agricole qui est basé sur la culture du café et de la canne à sucre. Eh bien, à l'époque, la canne à sucre avait la même importance dans l'économie que le pétrole a aujourd'hui dans notre économie. Pour la France, Saint-Domingue, c'est le pactole. Les colons français de Saint-Domingue deviennent fabuleusement riches. C'est l'esclavage qui leur permet d'accumuler des fortunes. Entre 1697 et 1791, les bateaux négriers amènent, principalement de l'île de Gorée au Sénégal, plus de 860 000 esclaves. Une fois arrivés de l'Afrique, ces esclaves subissent un régime d'exploitation d'une brutalité incroyable. L'esclavage fait également surgir les premières divisions au sein même de la population noire. L'affranchissement de certains esclaves, souvent des enfants illégitimes des maîtres blancs, donne naissance à une élite, les mulâtres créoles. Les mulâtres se sentent supérieurs aux esclaves noirs et ne partagent pas leurs intérêts. Arrive 1791. La Révolution française bat son plein. Liberté, égalité, fraternité sont des principes qu'on veut étendre partout. Partout, sauf à Saint-Domingue, où les propriétaires des plantations y voient une menace au maintien du système esclavagiste. Cependant, les mulâtres et les Noirs affranchis souhaitent les voir établir ces principes dans l'île, mais pour eux seuls. Un chef, Toussaint Louverture, déclenche une rébellion extrêmement violente.
les rebelles battent les troupes de Napoléon Bonaparte et déclarent l'indépendance de la République d'Haïti le 1er janvier 1804. Haïti, ou Haïti, comme on disait à l'époque, c'est le nom que les indigènes Taïnos donnaient à leur territoire. Ça veut dire pays de montagne. Mais le prix payé par Haïti pour acquérir son indépendance est absolument astronomique. L'économie du pays est dévastée. Haïti aurait peut-être pu s'en sortir si d'autres pays avaient accepté de l'aider, mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, épouvanté par l'idée absolument subversive à l'époque qu'une république soit dirigée par des Noirs, les puissances de cette époque isolent diplomatiquement et économiquement Haïti. Deux exemples de l'isolement d'Haïti. Le Vatican n'établit des liens qu'en 1860 avec une république officiellement catholique, mais noire, et il faut attendre 1862, en pleine guerre de sécession américaine qui provoquera l'abolition de l'esclavage, pour que les États-Unis reconnaissent Haïti. Quant à la France, elle refuse de reconnaître l'indépendance d'Haïti. Pour convaincre la France d'accepter son existence, le gouvernement d'Haïti est forcé de verser une compensation que le gouvernement du roi Charles X fixe en 1825 à 150 millions de francs or. Même si cette somme est ramenée à 90 millions de francs or, c'est un coût additionnel asséné à l'économie d'un pays déjà à genoux. Haïti honore sa dette qu'elle finira de rembourser en 1938. Pour se sortir du gouffre, Haïti aurait eu besoin que ses élites proposent un projet de reconstruction nationale. Or, ça n'a pas été le cas. La nouvelle classe dirigeante, qui est formée de mulâtres créoles et des rares familles blanches demeurées dans l'île, perpétue l'exploitation des classes laborieuses, tout en interdisant à ces classes laborieuses, qui forment la majorité, l'accès au pouvoir. Les gouvernements se succèdent d'un coup d'État à l'autre, mais une chose demeure, le refus de la classe dirigeante de partager le pouvoir avec le peuple. À ce cycle d'instabilité s'ajoute l'occupation par les Américains entre 1915 et 1934. Les Américains laissent aux Haïtiens un héritage empoisonné, une armée professionnelle haïtienne qui amplifie la répression. Arrive 1957. Cette année-là, un médecin noir, François Duvalier, joue sur le ressentiment de la population noire pour se faire élire président. Duvalier aurait pu inaugurer une ère démocratique dans le pays. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il établit une dictature qui élimine avec férocité toute dissidence. C'est l'époque des tontons macoutes et de l'exil d'une partie de la population haïtienne, surtout les mieux éduqués. Son fils, Jean-Claude, qui lui succède, est renversé en 1986. Mais la vraie démocratie n'est pas pour autant instaurée. Depuis cette époque, la démocratie est fauchée chaque fois qu'elle tente de sortir de terre. L'espoir a longtemps reposé sur les épaules de Jean-Bertrand Aristide, un prêtre proche des masses et qui prêche une meilleure répartition des pouvoirs et de la richesse. Une fois au pouvoir, Aristide n'arrive pas à réaliser ce projet. D'une part, il se met à dos les élites possédantes qui ne veulent rien changer. D'autre part, il sombre lui-même dans le moule de l'homme fort, du chef charismatique mais autoritaire qui ne partage pas le pouvoir et utilise la force pour se maintenir en place. Cette double dynamique explique les malheurs récents d'Haïti, le coup d'État contre Aristide en 1991, les élections contestées, les troupes des chimères qui remplacent les tontons macoutes et l'hésitation de la communauté internationale à fournir des fonds pour rescaper le pays. La grande question est maintenant de savoir comment Haïti pourra rompre avec son passé et s'engager dans la voie de la prospérité et de la démocratie. Il est évident que la communauté internationale aura un rôle à jouer dans cette tâche de réanimation. Mais pour rendre son éclat à la perle des Antilles, il faudra beaucoup de doigté et beaucoup d'argent.